Bonjour chers collègues, je suis Alexandre Dumichi, rédacteur en chef de la revue CardioH, la revue officielle de CNCH. J'ai l'énorme plaisir d'avoir aujourd'hui comme invité dans notre série Made in France le docteur Benjamin Essaya qui fait partie des auteurs et de ce groupe d'experts qui ont sorti un consensus, un document consensus sur le prolapsus de la valve mitrale arythmique. Alors, je vais lui donner tout de suite la parole. Benjamin, merci beaucoup de t'avoir libéré pour cette interview. Est-ce que tu peux nous présenter ce consensus des experts? Donc, vous l'avez validé également au niveau européen, mais je vois que également il y a beaucoup de sociétés internationales qui se sont mis dedans. Je te donne la parole. Bonjour. Bonjour Alexandro, merci à toi et merci au CNCH pour votre soutien sans faille qui me fait très plaisir et qui m'honore. Et effectivement, en fait, le prolapsus valvulaire mitral, comme tu le sais, c'est une maladie qui est fréquente. On parle de 2,5% de la population et qui, en l'absence, en théorie, d'insuffisance mitrale significative ou bien de ses complications atriales ou ventriculaires, reste relativement bénigne. Mais il y a un petit groupe qui est à sur-risque, notamment d'arythmie et malheureusement de mort subite toujours aussi dévastatrice. Ce petit sous-groupe, il est connu depuis les années 1950, mais il reste mal défini et la stratégie thérapeutique pour l'aborder reste méconnue. Donc l'idée est venue dans les suites de nos recherches qui datent maintenant de plus de 2 ans, avec Avi Sabag, mon ami qui est rythmologue, et puis mon maître Maurice Sarano, de rassembler finalement un consensus d'experts, non seulement échographistes, mais aussi imageurs et électrophysiologistes, pour proposer une approche consensuelle sur la définition du prolapsus valvulaire arythmique mitral, sur son approche diagnostique et éventuellement livrer quelques pistes thérapeutiques. Alors, brièvement, si tu veux, la première chose, c'est de définir le prolapsus valvulaire mitral arythmique. Et donc, on définit le prolapsus mitral par l'excursion d'un ou de plusieurs feuillets, ici le feuillet postérieur, ici le feuillet antérieur, de plus de 2 mm au-dessus du plan de l'anneau mitral. Donc, l'association de ce prolapsus valvulaire définie en échographie et une arythmie ventriculaire qui n'est pas expliquée par un autre substrat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cardiopathie ischémique, par exemple, ou pas de cardiopathie arythmogène. Une fois qu'on est en présence d'un prolapsus arythmique, on va chercher des caractéristiques phénotypiques. Ça, c'est le deuxième point important du papier, c'est que le prolapsus arythmique, il peut survenir de façon isolée, mais il survient préférentiellement dans le cadre d'un phénotype. Et ce phénotype, il associe un prolapsus myxoïde, c'est-à-dire une maladie parloïde, donc des valves qui sont épaissies, qui sont redondantes, avec préférentiellement des prolapsus plutôt bivalvulaires qu'un seul feuillet. Il associe une disjonction de l'anneau mitral, c'est-à-dire un détachement que l'on voit ici de l'anneau postérieur de son insertion sur le muscle ventriculaire sous-jacent. Il associe des anomalies électrocardiographiques avec des ondes T négatives et des sous-décalages du ST. Et puis, on peut retrouver à l'IRM cardiaque, par exemple, de la fibrose mécanique. Donc, le deuxième point, c'est d'identifier ce phénotype arythmique, si tu veux. Et puis, un des points importants dans le papier a été de diagnostiquer, de délivrer des critères diagnostiques, notamment pour la disjonction de l'anneau mitral, parce que c'est quelque chose qu'il est difficile d'analyser. Et donc, on a pu proposer une définition qui a retenu un seul mot caractéristique, si tu veux, de la définition de la disjonction de l'anneau, c'est que c'est un processus qui s'analyse, qui se diagnostique de façon dynamique. C'est-à-dire que sur une image figée, il est très difficile de pouvoir dire, par exemple, sur cette image, si la fin du feuillet postérieur s'insère effectivement à distance du muscle, ou bien si simplement le feuillet s'insère plutôt sur le muscle et c'est simplement un feuillet redondant qui plie sur le toit de l'oreiller gauche. Donc, parmi les critères phénotypiques, on a défini les critères diagnostiques de la disjonction annulaire. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ça a été de définir une approche finalement diagnostique des patients qui présentent un prolapsus mitral
et qui vont présenter cette arythmie ventriculaire. Et là, si tu veux, l'arbre diagnostique, il va se composer de deux façons. La première chose, le premier point, ça va être le screening des patients. Et le screening de ces patients, pour rechercher l'arythmie, il va dépendre de la présentation à la fois clinique et phénotypique. C'est-à-dire simplement qu'un patient qui a un prolapsus mitral qui est asymptomatique, il ne va pas être approché de la même façon qu'un patient qui a un prolapsus mitral et qui va présenter des palpitations ou bien des syncopes ou des présyncopes, ou bien encore, évidemment, un arrêt cardiaque. Mais grosso modo, c'est ça. C'est le screening qui va dépendre de la présentation clinique. Et puis ensuite, phénotypique, c'est-à-dire qu'un patient qui va présenter les caractéristiques du phénotype du prolapsus mitral arythmique, il ne va pas être approché de la même façon qu'un patient qui ne va pas les présenter. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point dans l'arbre diagnostique, c'est que l'intensité du screening, c'est-à-dire à quelle fréquence on va faire les holters, ou bien quand est-ce qu'on va plus loin pour implanter des holters implantables, eh bien, cette intensité dans le screening et dans la thérapeutique, elle va dépendre finalement des conclusions du holter. C'est-à-dire que lorsqu'on ne trouve pas d'arythmie, ce n'est pas pareil que lorsqu'on trouve une arythmie ventriculaire. Et lorsqu'on trouve une arythmie ventriculaire qui est définie à bas risque, c'est-à-dire moins de 5% d'extrasystole ventriculaire ou bien des tachycardies ventriculaires non soutenues et peu rapides, eh bien, ce n'est pas pareil que lorsqu'on va trouver des tachycardies ventriculaires polymorphes très rapides, à plus de 180 par minute. Et donc, une fois qu'on a établi une approche diagnostique avec les critères pour aller vers des holters, aller vers des holters implantables, répéter le monitoring de façon épisodique ou de façon fréquente, eh bien, on va proposer, c'est le dernier point, si tu veux, du papier, c'est proposer une approche thérapeutique qui va consister eh bien, à surveiller les patients, à administrer des traitements médicamenteux type bêta-bloquants, à intervenir sur les valves pour indiquer les chirurgies de réparation mitrale, ou bien de délivrer des critères pour l'implantation de défibrillateurs cardiaques. Et puis enfin, un des autres arsenals thérapeutiques qui s'offre à nous, c'est l'ablation de l'arythmie. Magnifique. Donc, je retiens que l'aspect peut-être le plus important, c'est les symptômes. En dehors de l'arrêt cardiaque qui nécessite tout de suite un défibrillateur. Je souhaiterais juste te poser une dernière question. Alors, quels sont les points faibles et les points forts de ce position paper? Alors, je suppose qu'il y a plus de points forts que de points faibles, mais quand même, je te laisse faire ce commentaire. Non, il y a des points forts, bien sûr, il y a des points faibles, évidemment. Les points forts du papier, c'est de proposer pour la première fois un consensus sur le diagnostic, sur la définition, à la fois du prolapsus arythmique et de l'approche diagnostique. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord pour définir le prolapsus arythmique selon la définition qui est proposée, pour définir et pour diagnostiquer les critères phénotypiques, dont la disjonction annulaire, et pour se rassembler pour proposer une approche diagnostique, c'est-à-dire avec quelle fréquence on va réaliser les examens d'échographie, les examens d'IRM, les examens de monitoring. Et ça, c'est vraiment le point le plus important du papier, parce que c'est quelque chose qui manquait actuellement. Et finalement, s'il y a une seule chose à retenir, c'est que les patients qui ont un prolapsus mitral et des arythmies ventriculaires, eh bien, il faut les surveiller. Il faut les surveiller, il faut répéter les holters et il faut traquer la rythmie. Ça, c'est le gros point fort, c'est l'idée la plus importante du papier. Maintenant, le point faible, et finalement, ce n'est pas forcément un point faible du papier en soi, mais c'est plutôt de l'état actuel de la science, c'est que les connaissances du prolapsus arythmique, elles restent limitées. Jusqu'à il y a quelques semaines, il n'y avait même pas de définition consensuelle. Et donc, le résultat, c'est que l'approche finalement thérapeutique, qu'elle soit curative ou symptomatique, elle reste mal définie. Et donc, finalement, ce point faible, mais qui se transforme en avantage, c'est qu'une fois qu'on a pu délivrer une définition consensuelle, eh bien, on va pouvoir avoir les approches thérapeutiques et donc des études bien faites, randomisées, contrôlées, qui vont pouvoir déterminer la meilleure approche thérapeutique à avoir pour ces patients, l'approche thérapeutique qui est uniquement suggestive dans le papier et dont nous espérons avoir dans les années qui arrivent des preuves plus tangibles. Un simple exemple, est-ce qu'un patient qui a un prolapsus valvulaire arythmique
sévère qui résiste par exemple au traitement médicamenteux, à l'ablation et qui a une fuite mitrale qui n'est pas significative doit être opéré pour corriger le risque arythmique. Et donc, est-ce qu'il faut réparer la valve d'un patient qui a une fuite pas sévère, pour parler simplement? Eh bien, ça, c'est une question qui est absolument non résolue. Des questions comme ça, il y en a beaucoup. Et donc, on espère qu'en prenant des définitions qui sont uniformes à travers l'ensemble de la littérature, eh bien, les essais thérapeutiques qui en découleront permettront de résoudre cette approche. Oui, c'est pour ça pourquoi ils nous font un panel d'experts. Et donc, ça nous fait énorme plaisir que tu as fait partie de ce magnifique position paper. On sait très bien que les position papers sont les équivalents des recommandations classiques dans tous les domaines. Donc, encore une fois, félicitations, Benjamin, pour ce papier. Et on attend avec énorme plaisir, avec beaucoup d'intérêt, tout ce qui va suivre sur ce sujet. Et je suis sûr que tu vas nous tenir informés. Merci encore une fois pour une belle Merci beaucoup. présentation et à bientôt. À bientôt. Merci à toi.